Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous retrouver avec la DJJ pour ce format très expérimental. On espère que ça va fonctionner. C'est la première fois qu'on met en place un live stream avec cette technique-là. J'espère que tout ira bien. Pour ce premier débat sur les initiatives, les deux initiatives phytosanitaires qui sont votées le 13 juin dans toute la Suisse. Et sans plus d'attente, parce qu'on est déjà à quelques minutes de retard, je vais directement passer la parole aux quatre invités qui nous ont rejoints ce soir pour qu'ils se présentent. Merci. Bonjour, je suis Simon Schneider, je suis juriste économiste d'entreprise. J'ai toujours été intéressé aux questions agricoles. J'ai fait mon travail de master sur l'intégration des services écosystémiques des terrains agricoles dans la législation suisse. Et je suis également fils d'agriculteur, donc ça vient de là aussi l'intérêt. Je suis également membre du comité 2 fois non Jura et du PCSI. Alors bonjour à tous, moi c'est Marc Curie, j'ai 27 ans, j'habite à Chapois. Je suis le coprésident des Jeunes agriculteurs anciens. J'ai fait un CFC d'agriculteur ainsi qu'un bachelor en agronomie. Ensuite j'ai travaillé 4 ans à l'école d'agriculture à Cernier, j'ai enseigné notamment la production végétale ainsi que l'écologie. Et puis je me suis aussi occupé des réseaux écologiques et expert en qualité des prairies agricoles, qualité touristique Et puis maintenant, depuis le début de la campagne, je travaille à 50% avec Jura, ou 2 fois non, je suis aussi membre du comité Jura 2 fois non, comme ça. Bonsoir, moi c'est Pauline Godard, je suis co-directrice, co-présidente de l'Air Jurassien. Je me suis impliquée dans l'agriculture, dans le sens où je travaille à temps partiel dans une ferme bio, au maraîchage. D'où l'intérêt aussi pour ces questions agricoles, et ça s'accompagne, donc je suis vraiment du produit. Je m'appelle Virginie Calavi, j'ai 28 ans, je suis juriste spécialiste en droit de l'environnement et en aménagement du territoire. J'habite Lausanne, où je suis conseillère communale, c'est le législatif de la ville. Et puis, ce soir, je suis là à titre de coprésidente des Jeunes Berniers suisses. Nous soutenons principalement l'initiative pour une eau potable propre. Mais en tout cas, dans toutes les sections en Suisse romande, votre initiative est également soutenue au niveau des Verts libéraux suisses et en revanche liberté. Super, merci pour les présentations. Alors je vais directement laisser réagir sur ce que tu as dit, Virginie, au sujet de la priorité sur l'initiative propre et la liberté de vote qui est mise sur l'initiative pour l'interdiction totale des pesticides de synthèse. Déjà, pourquoi cette différence? Est-ce qu'on peut commencer un peu la discussion en définissant bien clairement la différence entre les deux textes et pourquoi certains partis et groupes ou lobbies, je pense notamment à BioSuisse qui est pour l'interdiction des pesticides de synthèse mais contre l'initiative propre. Pourquoi il y a cette différence entre les deux textes en fait? Donc, directement te donner la parole. Les textes, on les confond un peu parce qu'ils passent en même temps à la votation, mais le fond est assez différent. En fait, pour une Suisse libre de pesticides de synthèse, il y a une simple interdiction de ces produits-là dans l'utilisation dans l'agriculture, avec un délai de transition de 10 ans, et l'initiative eau propre est plus un paquet de mesures en fait qui vise 3 buts principaux, c'est-à-dire se passer dans l'agriculture. Alors, ça vise principalement en fait à rediriger les paiements directs vers des exploitations qui sont plus respectueuses de l'environnement, avec les 3 critères principaux qui sont du fourrage local pour les bêtes, éviter l'usage d'antibiotiques à titre préventif, parce que c'est le cas encore actuellement en Suisse. Et puis la troisième chose, c'est se passer de pesticides de synthèse également. Donc voilà, c'est plus un paquet de mesures parce qu'il y a ces interdictions, mais il y a aussi l'idée, c'est de ne pas prendre 1 centime des 3 milliards de paiements directs qu'il y a aujourd'hui, mais c'est de les investir autrement, et puis de les investir mieux pour l'avenir, et puis surtout de mettre plus de conditions à cet investissement. Mais c'est en aucun cas de supprimer 1 centime de ces paiements directs, c'est réellement les réaffecter de façon différente. Voilà, je pense
parce que je ne sais pas si ma collègue complète. Non, ça peut-être par contre il y a d'autres. Ouais, alors moi je vais directement donner la parole. Il y a juste encore un point que j'ai omis, c'est que c'est un paquet de mesures qui concerne aussi plus d'investissement dans la recherche et l'innovation dans l'agriculture, parce qu'il y a certaines substances dont on aujourd'hui pas encore vraiment se passer, et là le but ce serait dans un délai également d'aller beaucoup plus dans la recherche. Mais donc, je vais juste réagir là-dessus. Dans ces substances-là, c'est donc des substances biologiques naturelles. L'initiative au propre, elle implique aussi de ne plus donner de ne plus donner de paiement direct à des agriculteurs, à des exploitations qui utilisent des pesticides de synthèse. Mais d'investir en parallèle dans la recherche potentiellement sur des pesticides qui peuvent être de synthèse. Alors, elle ne les interdit pas, ces pesticides de synthèse, mais elle veut aller vers une agriculture qui s'en passe. Donc, ça serait, le but en fait, ça serait que, finalement, comme l'autre initiative, sauf qu'il y a cette condition des paiements directs qui n'iraient que aux exploitations qui s'en passent. C'est le but. Mais dans la notion de pesticide, ce qui est important, c'est qu'elle n'est pas définie juridiquement, cette notion de pesticide. Donc, ce serait plutôt les pesticides de synthèse, et pas les pesticides bio, même si la terme est Alors, je donne la parole en face. En préparant le débat, moi, Simon, tu m'as dit que tu trouvais que l'initiative au propre, elle était plus radicale que l'initiative sur l'interdiction sous terreur. Du coup, c'est un point de vue différent. Est-ce que tu peux expliquer un peu ton point de vue là-dessus? L'initiative au propre est plus radicale et moins complète. Les deux des inconvénients, quelques qualités éventuellement. Mais au niveau de la recherche, je rebondis par ce dernier élément qui a été mentionné. En fait, justement, il dit qu'il empêche la Confédération du financement public pour des recherches, la recherche qui ne suit pas les buts de l'initiative. Alors en fait, c'est presque une mesure anti-science. C'est une mesure en fait qui empêche de penser que l'on peut améliorer la situation avec des pesticides de synthèse. Donc ça, je trouve que c'est un élément déjà assez problématique, d'interdire le financement public pour l'amélioration des conditions de traitement. Ça, c'est un premier point. Après, je la trouve un peu plus radicale parce que justement, elle parle aussi du fourrage, ce que ne parle pas l'autre initiative. Et ça, c'est vraiment un gros point noir. C'est ce qui risque de mettre en difficulté nombre d'exploitations, différents niveaux. Et sinon, après l'autre initiative a également d'autres points. Peut-être je laisse intervenir sur les antibiotiques. Oui, je vais peut-être encore intervenir sur le fourrage. Vous avez parlé de fourrage qui vient de la région, puis là on a vraiment le texte sous les yeux, page 26 dans le petit livret rouge, c'est vraiment fourrage et les effectifs d'animaux pouvant être nourris avec le fourrage produit dans l'exploitation. C'est vraiment ce point-là qui est vraiment le plus problématique, parce que toutes les exploitations, ici on est au Jura, toutes les franches montagnes, les zones un peu de montagne, on ne peut pas faire de culture, ils ne pourraient pas produire leurs céréales. Puis pour une bonne alimentation animale, il faut toujours équilibrer les rations. Donc si on n'a que de l'herbe, il faut une partie de céréales pour pouvoir équilibrer les rations. Ça serait pour les bovins. Puis tout ce qui est poulet ou poule ou bien porc, ça serait encore pire, vu qu'ils se nourrissent principalement de céréales. Et dans les zones montagneuses, c'est impossible de faire ces céréales. Donc là, on aurait vraiment d'énormes problèmes avec les exploitations qui ont investi des sommes énormes dans des poulaillers, dans des porcheries, qui achètent leur fourrage en Suisse dans les zones plaines, mais qui ne pourraient plus, selon cette initiative, faire cela. Donc là, on pourrait avoir aussi des exploitations qui devraient totalement arrêter leur production. Donc là, on aurait le porc et le poulet, ça viendrait vraiment des produits de luxe. Je connais bien, j'y habite. D'une part, d'autre part, oui, certains producteurs de montagne achètent leurs céréales, moi j'ai leur porc en plaine, et d'autres ils achètent aussi à l'étranger. On peut considérer qu'à peu près 50% de la viande, 50% des œufs produits en Suisse sont en fait produits à partir de élevages qui sont importés de l'étranger. Donc quand on parle d'importation et que du coup ces équipes passent, on va devoir énormément augmenter les importations pour nourrir la population, c'est déjà pas énormément pour nourrir les bêtes. Je trouve que c'est un argument qui n'est pas tout à fait correct.
Et puis d'autre part, il y a quand même eu un avis de droit qui a été demandé à un cabinet de juristes indépendants par rapport à l'histoire du fourrage, et puis ce cabinet de juristes a dit que ça pouvait aussi être interprété de manière unique. On peut faire des échanges de fourrage entre fermes, ça veut dire une ferme de franche montagne qui veut produire des œufs par exemple, et puis importer de la vanille ou de la joie des céréales pour les poules, éventuellement renvoyer sur le fumier en arrivant dans la vallée pour fertiliser les champs. Donc, apparemment, c'est pas impossible. Donc, je ne crois pas que du coup, tous ces gens-là vont forcément devoir mettre la clé sur la question. Mais du coup, est-ce qu'il y a aussi un objectif plus ou moins assumé de réduire quand même la production de viande, de protéines animales et de réaffecter peut-être la production agricole suisse vers quelque chose qui soit plus végétal dans un souci écologique? Est-ce qu'on peut dire que cette initiative-là, elle contient un peu cet objectif-là en filigrane Alors, avec ces histoires du fourrage notamment? il est clair que la position de BioSuisse, par exemple, est très étonnante sur Eau Propre, parce que finalement, quand on va sur leur site, leurs lignes directrices disent très clairement que pour préserver l'environnement, il faut avoir un cercle nutritif ferme. Or, c'est ce que demande cette initiative, parce que, comme l'a dit ma collègue, avec 1,2 tonnes, toutes ces calories de céréales qu'on importe pour ces aliments, on pourrait nourrir la moitié de la population suisse. C'est un calcul qui a été fait. Au niveau calorique, hein, pur. Calories végétales. Donc, là, c'est vraiment un changement de paradigme. Et puis, avec les paiements directs, on a un levier fourrage vide. Parce qu'aujourd'hui, ça, on n'en a pas encore parlé pour le moment, mais quand on fait des analyses du sol, c'est alarmant. Je veux dire, c'est alarmant. Alors, je note bien tous les efforts qui ont été faits ces 30 dernières années par le monde agricole. Et on parle je les remets pas en question. De 40% de pesticides en moins. Oui, alors il y a des efforts qui ont été faits, mais il y a quand même 1 million de personnes sur le plateau suisse qui boivent aujourd'hui de l'eau potable qui dépasse les valeurs de la législation en vigueur. Et il y a 13 objectifs qui sont suivis par cette législation de l'environnement et sur les eaux. Aucun de ces 13 objectifs ne sont atteints aujourd'hui par l'agriculteur. Alors, je ne blâme en aucun cas les agriculteurs, je pense qu'ils ont été poussés dans ce système-là et que ce système est entretenu, mais maintenant il est temps de changer parce qu'on sait à tous les niveaux, que ce soit le transport, dans les transports, dans les bâtiments, dans nos habitudes alimentaires aussi, on doit changer. Et puis cette initiative, elle est forte, le texte est fort, et le texte demande des changements de société, mais on voit déjà que la consommation de viande, elle baisse en Suisse chaque année. Donc je pense franchement que c'est un accélérateur de ce changement, et là on peut plus attendre. Parce que ça, là-dessus, il y a quand même un point d'accord qu'on va trouver sur le fond, et la considération que les initiatives sont juste mauvaises de votre point de vue parce qu'elles sont trop extrêmes, ou même sur le fond il y a des désaccords par rapport à ce qu'il avait dit? Alors, je pense qu'il faut juste mentionner quelques trucs. Premièrement, l'étude qui a été mentionnée là, d'1,1 million de personnes, c'était en fait une des premières fois que la chlorocanokyl a été analysée, justement, ils ont trouvé ça, et juste après c'est interdit. Donc c'est interdit à la vente depuis 2019, c'est totalement interdit depuis le 1er janvier 2020. Donc ça prouve que le système de contrôle existe, il fonctionne, parce que dès qu'il y a quelque chose qui est détecté, c'est supprimé. Concernant le fourrage, je suis navré, mais je pense que vous avez tort, parce que si on regarde vraiment le message du Conseil fédéral, il dit que ça doit être une exploitation ou une communauté d'exploitation. Quand on prend l'autre terme, donc l'ordonnance sur la terminologie agricole, mentionne clairement, c'est son texte législatif, pour être une communauté d'exploitation, ça doit vraiment être comme une seule exploitation. Avec la même comptabilité, ça doit être une seule entreprise. Et ça doit être éloigné d'un maximum de 15 km entre chaque bâtiment. Donc ça, c'est vraiment des définitions légales qui définissent qu'est-ce qu'une communauté d'exploitation. Donc l'échange de fourrage, là je le souligne, n'est pas possible, à part quand c'est une communauté d'exploitation. S'il y a eu des interprétations de droit qui ont dit l'inverse, enfin le droit ça reste quelque chose qui peut être interprété, mais même si le Conseil fédéral a dit... Après ça reste comme la Constitution, okay, comme le texte des droits supérieurs, du coup à moins de modifier la Constitution à nouveau, refaire voter le peuple sur ces détails, je ne sais pas trop comment on peut modifier ça. Juste un dernier petit élément par rapport au fourrage, je crois qu'il y a, selon les dernières statistiques, il y a quand même 85% du fourrage qui est suisse, et le 15% restant, il y en a 80% qui est européen,
coup, ça donne seulement 3% du fourrage qui est importé qui est extra. Ah, ça, c'est très contradictoire. Donc on reste quand même Oui, dans du alors je crois fourrage que ça suisse. dépend toujours aussi si on considère en tonnage ou bien en valeur nutritionnelle. Les chiffres que j'ai donnés, c'est pour la valeur nutritionnelle. Là, c'est Donc peut-être c'est un peu des la aliments même importés qui sont plutôt denses. Quoi. Enfin, Donc pour être clair, il y a plus de, il y a 75% de la valeur nutritionnelle qui est importée. En parce termes qu'un côté, c'est de plus tonnage, concentré. Et du coup, bon, peut-être en termes de tonnage, c'est pas Ouais. tant que ça, mais. Voilà, donc après, Ben, c'est- au final, au-delà des chiffres, la question c'est est-ce que il peut y avoir, alors s'il y a des échanges au sein de la Suisse, admettons qu'il y ait des échanges qui soient possibles entre fermes au sein de la Suisse, est-ce qu'on est capable d'être autosuffisant en termes de fourrage, en fait, simplement, en Suisse? Bah, dans la manière qu'on a structuré actuellement, je pense pas. Enfin, à mon avis, le fait qu'on doive importer, c'est quand même qu'on a soit trop de bêtes par rapport à ce qu'on peut nourrir, ou bien soit on veut de nourrir de manière trop riche. Je sais pas, ou on veut une production trop intensive. Mais tu parlais avant du cercle fermé, effectivement, on a importé moins du cercle fermé. Mais je pense aussi que du coup, voilà, dans un écosystème, il faut un équilibre et le cet équilibre, il n'est pas donné. Et je pense que ça, c'est un mode de production qui sera pas viable à long terme, qui va être déjà ce qu'il faut maintenant. Ouais, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a vraiment une région d'herbage, la Suisse, et on a vraiment besoin. Ce qu'on importe beaucoup, c'est du fourrage concentré, comme tu l'as dit. Donc c'est plutôt des céréales, ce qu'on peut moins produire en Suisse, vu qu'on a peut-être 1,3 million d'hectares en Suisse. Plus des 3/4, c'est des herbages. Donc au niveau terre cultivable, on a peu de surface en Suisse, par rapport au nombre d'habitants aussi. Alors c'est pour ça qu'on doit importer une partie de fourrage concentré sous forme de céréales. Après, est-ce que ça coûte? On importe, comme tu as dit, vu qu'on importe du fourrage, c'est comme si on importait en fait des animaux, des poulets ou comme ça. Je trouve que c'est pas vraiment la même chose, vu que si on importe des poulets ou des animaux du port des autres pays, au niveau du bien-être animal, les animaux sont vraiment élevés dans des normes qui ne sont pas les mêmes qu'ici. Si on importe le fourrage, qu'on élève nos animaux ici, disons les normes suisses, l'ordonnance sur la protection des animaux, elle est très stricte en Suisse, hein, c'est les plus sévères du monde, c'est vraiment les animaux qui ont tant de mètres carrés pour se déplacer, donc pour aller dehors, ça dépend de toutes les catégories d'animaux. Et puis le fait de les élever en Suisse pour ce qu'on mange en Suisse, c'est mieux que si on importe du poulet qui vient de je ne sais pas où, qui n'a jamais vu la lumière du jour, qui ne savent même pas ce que c'est que le soleil, qui n'a jamais été dehors. Quoi. Donc c'est vrai. Voilà, je sais pas. Ça, c'est vrai que pour basculer sur l'autre initiative, par exemple, sur l'interdiction des pesticides, qui impliquerait une interdiction de produits, des importations qui ne soient pas bio, qui ne soient pas... Ça, je peux essayer de dire, je suis désolée, je veux absolument réagir. Quand on parle de sans pesticides, on ne parle pas de bio, hein, je suis bien d'accord, Oui. c'est quand même complètement différent. Sans pesticides de synthèse. Oui, Donc on sans parle pesticides de... de synthèse, ouais. mais on ne parle pas de bio. Entre le cas, il y a déjà du bio, et puis sans pesticides, il y a vraiment non. Alors ça c'est c'est une un erreur truc... qui est très ouais. souvent faite et qui, moi, me fait bondir au plafond parce que du coup, c'est vraiment un mensonge. Et je pense qu'elle est parfois utilisée vraiment dans une. Voilà, bref. Mais du coup, pour dire la différence. Mais ça, ouais, bah, Sans pesticides on va de y revenir. synthèse, Ouais. ça veut dire qu'on autorise des pesticides naturels, parce qu'effectivement, on utilise des pesticides naturels pour traiter différents problèmes, différents parasites. Mais du coup, dans l'initiative sans pesticides de synthèse, par exemple, ça ne parle pas du tout des engrais, donc on peut continuer à utiliser des engrais chimiques, ce qu'on peut faire en bio. Et en bio, en plus, on est très limité parce que du coup, la plupart des produits ont des indications très précises. On utilise tel produit pour telle plante, à tel stade, à tel problème, mais pas pour une autre plante avec le même problème, par exemple. Donc c'est vraiment très très différent et je crois qu'on n'ose pas rester là parce que c'est vraiment tout. Là, je pense qu'il y a beaucoup d'éléments. Bon, premièrement, au niveau de la, justement, pesticides naturels, revenons à ce qui est à la base. En fait, dans les pesticides naturels, il n'y a pas la notion de risque. Et c'est justement ce qui est mis en place par l'initiative parlementaire qui a été acceptée et qui va entrer en vigueur, qui est sur la réduction des risques d'utilisation des pesticides, qui, elle, vise justement la réduction de 50% des risques liés aux pesticides en 2050, bio et pas bio. Parce que dire que de synthèse c'est mauvais, naturel c'est bon, c'est vraiment une approche dogmatique qui ne tient pas compte de la réalité du risque. Quand on gère quelque chose, on gère le risque. Et c'est ce qui doit être géré. Car oui, c'est un risque de produire en bio ou en non bio. Et je ne pense pas que tout interdire, c'est comme si tout d'un coup, il y a des médicaments, il y a souvent eu des problèmes avec des médicaments.
Et puis il y aurait un problème ou l'autre avec des médicaments, on interdirait l'utilisation de médicaments de synthèse. Mais au niveau scientifique et puis pour le progrès de la société, ça serait une catastrophe. Là, on est plus ou moins dans la même problématique. On veut tout interdire car il y a des problèmes qui sont graves et qui doivent être résolus. Ça, c'est clair. Tout le monde veut les résoudre, ces problèmes-là. Donc voilà, je pense que vraiment, c'est vraiment une approche de risque qui doit être vue. Et les phéromones, il y a beaucoup de phéromones, c'est des phéromones de synthèse. Donc, par exemple, les phéromones qui sont utilisés, ça serait aussi interdit par cette initiative. Alors ça reste un petit peu à discuter, je suis pas convaincue, mais... Voilà. Peut-être juste sur l'aspect, je vais donner la parole à toi, sur l'aspect du est-ce que effectivement le fameux principe de précaution n'est pas assez pris en compte dans l'agriculture en Suisse Comme elle a dit, il y a eu 175 matières actives qui ont été retirées. C'est bien la preuve que dès qu'on a un soupçon de problème, on va retirer le... C'est un petit peu après un soupçon quand même, mais... Oui, il y a X années, c'était beaucoup moins contrôlé que maintenant. Puis maintenant, il y a énormément, on a vu ces dernières années, énormément de matières actives qui sont enlevées. Donc on peut dire que les produits qui restent, c'est vraiment les produits les plus sûrs. Que je voulais dire encore, au niveau des matières naturelles, si on prend par exemple le pétrole, c'est une matière, c'est aussi naturel, mais si on mettrait ça dans les eaux, ça fait un désastre écologique énorme. Donc c'est pas parce que c'est naturel que ça va forcément plus vite se décomposer. Au niveau chimique, maintenant ils essayent plutôt de faire des molécules qui se dégraderaient plus rapidement, donc qui resteraient moins longtemps. Donc c'est plutôt sur ça que la recherche actuellement. C'est pas parce que c'est un produit naturel que ça va être bon. Par exemple, si on prend le cuivre, on sait que c'est des problèmes de métaux lourds. Il y a des molécules, comme le cyanure, c'est naturel, mais c'est très toxique. Donc si on se dit c'est naturel, que c'est bon. Que je voulais dire encore, avant vous avez parlé du million de personnes qui ont de l'eau polluée, mais ici dans le Jura, on a eu le communiqué de presse qui est sorti le 2 mars au niveau des analyses des eaux qui disaient que l'eau était excellente dans le Jura. Puis on peut en boire tant qu'on veut, donc il n'y a aucun souci. C'est vrai que les seuils de sécurité ils sont vraiment élevés. Dans l'eau, ils sont très bas, et quand ils sont dépassés, ça reste à des seuils qui sont avec un danger relatif, non? Oui, bien sûr, ils sont très bas, et heureusement qu'ils sont très bas, mais j'ai ici même, si vous voulez le voir, voilà, c'est peut-être un peu ridicule, mais l'analyse de je ne sais plus quelle commune que j'ai demandé, où on retrouve par exemple des métabolites du chlorothalonil, qui datent de... Qui est interdit actuellement. Oui, justement, mais c'est justement ça qui est fou, c'est qu'elle est interdite depuis 1 année et plus, et puis qu'on en retrouve encore. Ça montre bien que ces produits, ils sont quand même vraiment très dangereux, et qui se dégradent vraiment pas vite. Enfin, c'est pour ça qu'ils ont été interdits, parce qu'ils sont... Ouais, d'accord, mais enfin bon. Excusez. Moi, j'ai juste une question pour ces messieurs monsieur agriculteur, monsieur et fils d'agriculteur. Mais vous n'avez pas peur pour votre santé? Parce qu'en France, c'est quantifié, ces données-là. Et on voit qu'il y a 50% plus de risque de développer une maladie de Parkinson, certains cancers. Est-ce que vous n'avez pas peur pour votre santé? On sait qu'on doit prendre les précautions nécessaires, donc mettre les gants, mettre le masque pour utiliser ces produits. Et puis on sait qu'il y a peut-être 30-40 ans en arrière, ils ne prenaient aucune précaution. C'est pour ça que maintenant il y a peut-être des maladies, parce qu'ils avaient des produits beaucoup plus dangereux, ils ne prenaient aucune précaution. Et puis voilà, donc maintenant on a vraiment pris conscience, en tout cas dans les jeunes. C'est ce qu'on enseigne aussi aux écoles d'agriculture, que la dangerosité des produits, qu'il faut s'équiper avec des EPI, équipements de protection individuelle, pour faire les traitements. On a des filtres à charbon, des cabines fermées, donc on a vraiment fait une énorme amélioration par rapport à il y a quelques années en arrière. Et puis au niveau aussi de la technique d'épandage, on a des buses maintenant anti-dérive, donc c'est des petites gouttes, il y a de l'air qui est injecté dans les gouttes pour qu'elles soient plus grosses, qu'elles tombent plus vite dans le sol, pas qu'elles se répandent dans l'air où elles ne doivent pas, pour éviter vraiment la dérive. Donc on a vraiment aussi l'aide de la technique qui va améliorer tout ça. C'est vrai que cette prise de conscience, elle est niée il me semble pas, même dans les comités du 2 fois oui ou des initiatives. Et personne ne nie qu'il y a eu une vraie prise de conscience au sein des agriculteurs et des agricultrices, et qu'il y a une vraie amélioration qui s'est faite ces 10, 20, 30 dernières années. C'est ce qui ressort quand même. Je rebondis sur ce que tu disais avant sur le modèle de production global, sur le fait aussi que c'est pas la faute des agriculteurs, qu'ils ont été poussés dans un modèle.
Est-ce que c'est pas prendre le problème dans le mauvais sens que de dire d'abord on interdit les pesticides et ensuite peut-être on change de modèle, peut-être ensuite on diminue le gaspillage ou on change notre manière de consommer. Est-ce que ça serait pas, est-ce que c'est pas mettre un peu la charrue avant les bœufs que de faire ça dans ce sens-là et pas se dire d'abord on fait moins de monoculture intensive, on fait moins de gaspillage et ensuite après on essaie de se passer des pesticides. Ouais, alors je crois pas que c'est mettre la charrue avant les bœufs. Effectivement, je crois qu'il y a personne qui nie qu'il y a eu beaucoup de progrès qui ont été faits, ça c'est clair. Mais si vous voulez, c'est comme pour le climat, quoi. Oui, dans le climat aussi, pour la protection du climat, on fait beaucoup d'efforts, mais ça va pas assez vite. Il y a urgence là, il faut qu'on se bouge. On n'a plus le temps de faire des demi-pas puis des 50% de réduction. Il faut qu'on prenne des mesures radicales. Et je pense que effectivement, on nous reproche peut-être que ces deux initiatives sont radicales, mais moi je pense qu'on a besoin de ça et que c'est urgent de prendre des décisions qui sont vraiment drastiques. D'une part, tu parles de gaspillage alimentaire, de changer de mode de consommation, je suis complètement d'accord avec toi. D'ailleurs, quand on dit, bah voilà, si ces deux initiatives passent, ça va être la galère, on n'arrivera plus à produire, il y aura 50% de production en moins. Alors déjà, je pense que c'est complètement catastrophisant et que c'est absolument faux. Mais d'autre part, même si la production pourrait éventuellement à court ou moyen terme réduire un petit peu, on a encore beaucoup de marge. Je veux dire, on mange beaucoup trop de viande, on gaspille des tonnes de nourriture. Donc je pense que même si on produit 10, 15, 20% de moins avec ces deux initiatives, on va quand même tous réussir à se nourrir et il n'y a personne qui va mourir de faim en Suisse pour ça. Alors là, je veux juste remettre le cadre. Là, on parle actuellement de deux initiatives qui fixent les conditions cadres de la production agricole. Il y a une loi CO2 qui va être votée, on va voter, ça peut encore aller plus loin, ça c'est un autre sujet. Il y a le gaspillage alimentaire, qui est également une problématique dans laquelle il y a des progrès qui doivent être faits à tous les niveaux, mais là on va en sens inverse, car avec l'interdiction des pesticides, ça interdit aussi les biocides dans le traitement et le stockage alimentaire. Tous les grands producteurs alimentaires et aussi les supermarchés, etc., redoutent justement que pour la qualité de leurs aliments, les aliments risquent de se périmer beaucoup plus rapidement, ils risquent d'avoir des problèmes pour l'hygiène, pour la santé des gens, parce qu'on ne peut pas, par exemple, désinfecter une cuve. Donc ça, au niveau du gaspillage alimentaire, je pense, ça va à compte courant. Et voilà, et puis justement, au niveau du CO2, gaspillage, là, on mélange tout. Non, personne n'a parlé de ça. Non, mais là, on amène quand même ça dans le débat, alors qu'on parle de production alimentaire. Là, vous faites quand même des parallèles. Mais... Ouais, je fais un parallèle, mais je dis pas que c'est... Enfin, bon, non, c'était sur la nécessité d'agir vite. D'urgence. Oui, c'est les initiatives anti-pesticides, elles concernent pas très peu les émissions de CO2. C'est pas ce qui a été dit. Bon, alors si on parle de grandeur du cheptel en Suisse, on parle quand même un petit peu d'émissions de gaz à effet de serre, mais enfin, c'était pas mon idée à la base. Puis là, l'initiative au propre, elle s'attaque vraiment qu'à l'agriculture, elle ne traite vraiment pas les problèmes. On trouve que le titre est déjà vraiment très mensonger, au propre, alors qu'elle ne traite que de l'article 104 de la Constitution, qui est le rôle de l'agriculture en fait. Et puis quand on regarde les analyses du rapport du Conseil fédéral de 2017, c'était une tonne de produits phytosanitaires, 20 tonnes de médicaments, 65 tonnes de déchets industriels et ménagers et 20 tonnes d'additifs alimentaires. Et puis on vote une loi qui s'appelle eau propre pour une tonne sur tout le reste, donc ça fait peut-être 2%. Et puis il y aura aussi les effets contre-productifs de cette initiative. Les exploitations pourraient quitter le système des paiements directs, par exemple ceux qui font du maraîchage ou de l'arboriculture, ils diraient nous les paiements directs c'est quelques pourcentages de notre revenu, on ne va pas se mettre à ces normes-là pour avoir ces paiements directs, donc on va quitter ça. Et puis en quittant ça, ils quittent aussi le système des PER, donc les prestations écologiques requises. Et puis avec ça, la Confédération n'a plus aucun contrôle sur ces exploitations. Et puis là, ils pourraient intensifier autant qu'ils veulent, ça ferait un contre-effet négatif. L'environnement serait perdant avec une initiative pareille. Alors, moi, je rejoins ma collègue sur le fait qu'il y a urgence à agir dans tous les domaines, comme je l'ai dit. Et puis, on voit que chaque réforme dans l'agriculture a quand même... Alors, c'est pas du tout la faute des agriculteurs, c'est la faute des gens qui représentent les agriculteurs à Berne, parce que vous êtes très mal représentés à Berne, ça il faut quand même le dire. PA22+, qui proposait une stratégie de réduction des pesticides, qui était soutenue par le ministre, M. Parmelin, par la moitié des fêtières, beaucoup de fêtières agricoles qui représentent plus de la moitié des paysans suisses, ça a été suspendu. Donc voilà, on se trouve dans une situation où on a perdu 70% de la biodiversité en zone rurale.
voilà, au niveau de la santé, on connaît les effets. Maintenant, je pense qu'il faut, avec eau propre, on peut changer de système. Et c'est ce dont on a vraiment besoin. Et qu'est-ce que tu as dit en dernier déjà? Oui, ah oui, sur l'intensification, si on sort des paiements directs. Eh bien, vu que de toute façon, il y a quand même des lois sur les eaux et sur la protection de l'environnement qui ne sont déjà pas respectées très souvent dans certaines zones, ceux qui sont déjà en intensif maintenant et qui peuvent, entre guillemets, se passer de paiement direct en intensifiant encore plus, ne pourront pas le faire à terme puisqu'ils ne respectent déjà pas la législation aujourd'hui. Et puis sur les analyses du Rhin, on parle des quantités, mais on ne parle pas des toxicités des produits. Et puis, vous parlez des ménages, enfin de ce qui est produit par les ménages, etc. Mais alors ça, c'est pas sous le joug de ces initiatives, mais c'est clair qu'il faut améliorer les filtres de nos stations d'épuration. Mais il n'y a pas de step derrière chaque champ. Donc c'est ça aussi, c'est qu'on pulvérise ces produits qui sont directement dans la terre et il n'y a aucun filtre, contrairement à l'eau qu'on consomme dans les ménages. Mais il y a aussi une nécessité d'agir sur ces points de vue-là. Sur les micropolluants, je crois qu'on est tous d'accord ici qu'il faut agir également. Peut-être intervenir au niveau du retrait de la politique agricole 2022. Donc ça, c'est clair qu'elle a été repoussée. Mais tous les points qui concernaient l'environnement, la réduction des phytosanitaires et des antibiotiques ont été pris dans l'initiative parlementaire 19475 qui a été adoptée le 19 mars dernier par le Parlement, qui est en consultation actuellement et qui reprend tous les points au niveau environnement. À ce niveau-là, sur la PA 2022, qui donc faisait, si j'ai bien compris, office de contre-projet aux initiatives officieusement, voilà. Elle a quand même été un peu sapée par l'Union suisse des paysans, si j'ai bien compris. Oui, pourquoi? Parce qu'elle faisait baisser le revenu des paysans, elle augmentait tout ce qui est administratif, ce qui n'était pas un but non plus, et puis elle précarisait aussi le monde agricole. Puis on a justement repris tous les éléments en lien avec l'environnement dans cette initiative parlementaire qui a été adoptée en mars par le Parlement, qui a été soutenue là par les paysans, et puis qui sera vraiment très dur à mettre en œuvre aussi. Hein. Ce n'est pas un parcours de santé qu'on a accepté là. Ça sera vraiment une réduction de 50% du risque d'ici 2027, en 5 ans. Et on parle aussi là des éléments fertilisants, azote, phosphore, donc réduction de ces éléments aussi dans les eaux. Donc on améliore, on fera vraiment un énorme chemin avec cette loi sur les pesticides. C'est vrai, c'est un point aussi, on va un peu finir sur le plan économique et précarisation et social de ces initiatives. Est-ce que finalement, il n'y a pas un risque quand même de précarisation du monde agricole avec ces deux initiatives? Peut-être on peut imaginer une concentration, une diminution des agriculteurs, une concentration aux mains de grandes exploitations qui auraient plus de pouvoir, plus d'argent, donc qui pourraient se démarquer et qu'il puisse y avoir un effet de sélection et qui finissent avec justement peut-être un effet contre-productif d'avoir des exploitations qui finalement seraient plus grandes. Mais moi je crois pas du tout parce que de toute façon la taille des exploitations elle ne fait qu'augmenter depuis des dizaines d'années et puis il y a de moins en moins de fermes et de plus en plus grands, donc ce phénomène il a de toute façon lieu et je le regrette parce que je trouve que c'est très dommage. Et au contraire je pense que plus une ferme est grande et plus on a intérêt à l'intensifier pour pouvoir simplement s'occuper de tous ces hectares, et que du coup des petites leur parfois elles tirent peut-être mieux leur épingle du jeu que des grandes parce qu'elles ont une autre manière de fonctionner, parce qu'elles font peut-être d'autres cultures, parce qu'elles travaillent d'une autre manière. Donc je crois pas du tout, peut-être même ça pourrait avoir des effets un petit peu à contre-courant de ce qui se fait ou de la tendance actuelle. C'est intéressant peut-être. Ouais, voilà, pour une fois je peux te rejoindre sur ce point. Il y en a quand même. Je pense que ça va pas un énorme influence justement sur la taille des exploitations. Parce qu'au final, voilà, on peut avoir une très grande exploitation bio, une petite exploitation conventionnelle. Ça dépend vraiment comment, voilà, la structure qu'on a, comment on la gère. Et justement, au niveau de la structure, je vais en venir à conditions financières. C'est qu'il y a beaucoup de bâtiments. Quand vous faites un poulailler, une porcherie, vous investissez 1, 2 millions. Ça, vous devez l'amortir sur 30 ans, sur 20 ans, sur une longue période. Là, actuellement, il y en a une qui donne 8 ans, l'autre 10 ans pour s'adapter. Ça veut dire éventuellement, avec l'interdiction d'exporter du fourrage, si effectivement on ne peut pas importer du fourrage d'une exploitation à l'autre, c'est-à-dire que ces exploitations elles devront être amorties en 8 ans à la place dans 30 ans.
ça veut mettre en faillite des milliers d'agriculteurs. Donc en fait, je pense que là, c'est vraiment jouer à la roulette russe avec la vie d'exploitation familiale. C'est vraiment vous les menacer d'endettement massif et personnel. Parce qu'à nouveau, c'est pas des SARL, pas des SA, c'est une dette personnelle que vous allez créer pour des milliers, voire dizaines de milliers de familles d'agriculteurs suisses. Donc pour moi, je pense que c'est assez négatif. Après, il y a aussi l'influence à l'étranger. C'est juste sur le risque de ce risque-là, est-ce que c'est, enfin, vous trouvez que vous admettez que d'une certaine façon il puisse être présent et que ça puisse avoir des risques sur des individus en fait, très concrètement? Alors oui, ça on va pas mentir qu'il y aura sûrement des risques qu'il y ait des conséquences personnelles. Après, je pense que le Parlement, je crois qu'au niveau de l'agrobusiness, c'est assez bien, enfin dans des grosses exploitations de 1-2 millions de francs, c'est quand même des gros investissements qui poussent à vraiment quelque chose d'assez intensif si on parle de porcherie et de poulailler. Donc ce modèle-là, c'est clair qu'il n'est pas vraiment souhaité par nos initiatives. Et puis, je pense que dans l'application de la loi, on peut toujours obtenir des dérogations pour que ces installations, par exemple, soient amorties. Et puis surtout, dans l'initiative Eau propre, il y a vraiment des aides à l'investissement concrètes pour faire la transition, c'est-à-dire pour changer le modèle au sein de son exploitation. Je me permets juste en tant qu'économiste, là, il faudrait plutôt des aides au désinvestissement. Parce que s'il y a des gens qui sont endettés à plusieurs millions ou centaines de milliers de francs, et puis ça peut être une personne individuelle, hein, peut-être un employé, gère un poulailler qui coûte 1 million, on arrive très rapidement, c'est pas de l'agro-business. Ça peut être vraiment de l'agriculture familiale, mais qui nécessite des investissements lourds pour respecter aussi toutes les normes environnementales et de protection de l'environnement. Donc là, on arrive, c'est pas forcément 1 million agro-business. Ça, c'est aussi une vision très binaire des choses, naturelle, synthèse, gros business, petit. Alors, il faut voir les choses d'une manière vraiment... Juste un fait, c'est que 90% des populations rurales ont déserté la campagne ces 50 dernières années. Donc, ça, si vous parlez de défendre les petites exploitations, on sait que c'est les petites exploitations qui ferment en premier à cause de ce modèle de la politique agricole actuelle. Donc, je pense qu'il y a quand même une remise en question face à des chiffres pareils. Voilà. Et encore, une étude est sortie la semaine passée qui disait très clairement que les agriculteurs locaux qui faisaient de la vente directe et puis qui étaient biologiques s'en tiraient beaucoup mieux que ceux qui font quelque chose de plus intensif. Mais là, je vois pas vraiment quoi l'initiative Eau propre améliorerait la grandeur des exploitations. Si on prend l'initiative Eau propre, elle est vraiment hors déconnectée des réalités. Il n'y a aucune organisation agricole qui la soutient. Elle n'a pas été créée par des agriculteurs. Donc, c'est vrai, ça, c'est un peu la crise. C'est une. Il y a beaucoup de Madame Ehren, c'était une professeure de fitness qui n'avait aucun lien avec l'agriculture. C'est vrai qu'on risque quand même d'avoir le 13 juin un vrai clivage ville-campagne avec un gros oui. Alors, bon, il y a quand même une centaine d'agriculteurs à travers toute la Suisse qui soutiennent cette initiative. Il y a un comité. Il y a clairement une volonté. Et puis alors encore une fois, la décision de BioSuisse est peut-être plus motivée par des aspects financiers que des aspects éthiques et environnementaux. Parce que quand on lit encore une fois leur ligne directrice, le cercle nutritif fermé, c'est exactement ce que réclame cette initiative. Donc finalement, on peut dire qu'ils ont renié leurs principes en n'acceptant pas cette initiative. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je ne sais plus. Je passe la parole à ma collègue. Ouais, moi je regrette un petit peu qu'on parle autant d'eau propre parce que du coup, voilà, je trouve que l'autre est aussi très très intéressante. Tu parlais du soutien des agriculteurs ou pas. Alors, je crois qu'on est bien d'accord que les 2 fois non et le compte des 2 fois non est très bruyant et très visible. Et je crois que ce qu'il faut quand même souligner aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui seraient en tout cas pour celle sur les pesticides et qui n'osent pas le dire. Parce qu'il y a quand même toute une campagne, je ne sais pas comment c'est chez vous sur Vaud, mais dans le Jura, c'est quand même très très tendu. Il y a des arrachages d'affiches systématiques. Je connais des gens qui se sont fait arracher leurs affiches 3 fois déjà. Et puis il y a... Aussi, quoi, dans les deux sens. Oui, c'est vrai qu'il y a dans les deux sens, ouais. C'est vrai que c'est très violent d'une part et d'autre, et en fait c'est ça qui est
Bah, c'est pour ça que je trouve intéressant d'essayer d'avoir un débat un peu plus posé et un peu plus sur le fond, parce que la campagne, elle est vraiment très clivante. N'empêche que le camp du non est beaucoup plus visible et que du coup, je pense qu'il y a toute une minorité silencieuse qu'on n'entend pas et qui a peur de se montrer parce que c'est trop tendu. Donc, enfin voilà, il faut se méfier un peu des chiffres de qui c'est ou quel pourcentage soutient l'un ou l'autre texte. Oui, et puis dans le cadre de cette campagne, j'ai parlé, je pense, à une 50aine d'agriculteurs pour, contre, une fois oui, deux fois non, ou peu importe. Je trouve il y a deux choses qui sont très étonnantes. Alors déjà, c'est la violence et la pression qu'il y a au sein du milieu, c'est-à-dire que suite à la décision de BioSuisse, il y a plusieurs personnes qui ont décidé de nous rejoindre parce qu'ils ont été très déçus de cette décision. Et puis la violence, donc voilà, il y a des déprédations sur les fermes, des panneaux qui sont arrachés, ça c'est intolérable d'un côté comme de l'autre. Je pense que c'est pas un débat démocratique sain de passer par là. C'est même quelque chose du contexte de production de l'initiative, moi j'ai l'impression quand même, parce que est-ce qu'il n'y a pas quand même eu une absence des agriculteurs? Alors ça c'est le deuxième point, c'est qu'il n'y a pas un seul agriculteur à qui j'ai parlé qui a le même point de vue, notamment sur les acteurs comme l'USP, comme FENACO. C'est très controversé. Il y a d'autres jeunes agriculteurs qui m'ont dit que PA22+, c'était vraiment dommage qu'on ait suspendu ça et puis qu'on aurait dû aller dans cette direction. Donc je suis très étonnée parce qu'il y a vraiment une diversité d'opinions et il y a des pressions, je pense, qui sont financières et qui doivent dépasser les agriculteurs autour de ces initiatives, parce que il faut bien se le dire, les pesticides de synthèse, c'est un business. Voilà, c'est ça la vérité. Et je pense qu'il y a des intérêts qui nous dépassent réellement dans cette campagne, et c'est pour ça qu'elle est aussi violente. Et puis finalement, peut-être que les agriculteurs sont un petit peu instrumentalisés par ces milieux-là. Ouais, justement, bon, le climat tendu, ça je pense qu'il y a tout le monde qui le déplore. Il n'y a aucun camp qui apprécie un climat tendu. C'est vraiment pas propice au débat démocratique et c'est contre-productif parce qu'après on reste aussi sur des arguments de base et on ne voit pas vraiment l'utilité ou la dangerosité de l'initiative en fonction des camps. Après je pense justement, il est aussi clivant ce débat car c'est aussi un problème de responsabilité. Est-ce qu'on privilégie uniquement la responsabilité environnementale que tout le monde s'accorde à suivre? Parce qu'actuellement, PA22+, vous dites comme c'était enterré. Non, ça veut revenir. La politique agricole, elle va continuer dans une direction d'une prise en compte plus complète de la protection de l'environnement. Donc là, on n'est pas à un stop, on est sur un chemin vers une prise en compte beaucoup plus complète qui se poursuit depuis 30 ans. Et de responsabilité, parce que là, vous voyez uniquement la responsabilité environnementale. Moi, j'aimerais aller un peu en dehors de nos frontières. Parce que le monde ne s'arrête pas à nos frontières. Hein. Si, même vous avez dit que ça va diminuer la production suisse. Si on diminue en Suisse, on doit importer d'ailleurs. Et je termine juste sur un point. Dans la durabilité, il y a 3 éléments. Il y a la durabilité environnementale, si on est tous d'accord, on voit ce que c'est. La durabilité sociale, qui est aussi l'équité. Moi, je refuse que nous, Suisses, pays riches, qui disposons des moyens techniques et technologiques pour produire d'une manière respectueuse de l'environnement, on va dans un autre pays, s'approprier des terres, les produire en biologique, qui est bien pour l'environnement, mais avec des conditions de travail déplorables pour la population, et après on se nourrit avec cette nourriture. Et économique. Économique, c'est une durabilité économique pour les exploitations ici et les gens ailleurs. Et faire augmenter le prix de la nourriture, parce que si tout le monde adopte notre modèle, le modèle de ces initiatives, le prix mondial, ça va mettre vraiment une pression sur le prix mondial de la nourriture, et là c'est économiquement pas viable, ici et ailleurs. Donc j'aimerais juste vous entendre justement sur cette responsabilité un peu plus globale des décisions qu'on prend ici. Alors, volontiers, ouais. Donc on parle d'un taux d'auto-approvisionnement à peu près 50-60% maximum, ça dépend si on prend en compte ce qui est importé ou pas pour produire la nourriture, etc. Mais du coup, dans ces 50%, donc il y a à peu près une moitié des exploitations en Suisse qui sont soit IP, donc très proches quand même de ce que vise l'initiative Stop Pesticides, soit bio, donc une moitié qui travaille en fait déjà comme on le demande avec l'initiative, d'une part. On parle ensuite d'une baisse de rendement entre le conventionnel et le bio d'à peu près 20% en moyenne, selon les cultures évidemment, il y a des cultures c'est plus, il y a des cultures c'est moins, et on peut partir d'une moyenne de 20%. Donc sans pesticides, peut-être on peut partir d'une moyenne de 10%, de rendement inférieur, parce que du coup, conventionnel, pesticides, sans pesticides, bio, c'est à peu près ça.
Et puis, du coup, il faut quand même prendre en compte qu'avec cette nouvelle manière de produire, si on vote pour cette initiative, ça va favoriser la recherche sur les variétés, ça va favoriser la recherche sur d'autres techniques culturelles, on va améliorer, je ne sais pas, il y a des études qui se font maintenant, par exemple en Ajoie, sur plutôt que de semer des betteraves, de planter des betteraves, ça facilite le désherbage, ça évite qu'elles soient complètement envahies de mauvaises herbes, etc. Donc je pense qu'il y a tout un potentiel d'amélioration, et moi je pense que ce serait tout à fait possible de ne devoir absolument rien apporter de plus, voire peut-être même moins. Si on diminue le gaspillage alimentaire, si on mange moins de viande. Alors pour peut-être juste poser la question plus concrètement, qu'est-ce qui, en cas de oui à l'initiative Stop Pesticides, qu'est-ce qui empêcherait parce que finalement c'est un peu hors du contrôle des initiants, les décisions qui seront prises après au Parlement ou les décisions des grandes chaînes de distribution, qu'est-ce qui empêchera de privilégier l'achat de bio étrangers plutôt que d'améliorer le système en Suisse. Plus clairement, je me suis un peu perdu dans ma question, mais est-ce que le conventionnel suisse n'est pas mieux pour l'environnement que le bio étranger? Et du coup, est-ce qu'il ne risque pas d'y avoir un report en cas de oui à ces initiatives sur du bio étranger qui est quand même au niveau global pire que du conventionnel suisse? Mais bien sûr, je crois que je vois pas trop l'idée d'opposer ces deux choses. Si on réfléchit un tout petit peu en termes de culture, je veux dire, les céréales, c'est relativement facile à faire en bio, ça se fait beaucoup, il n'y a pas trop de problèmes. Donc là, on n'aura à peu près pas de perte de rendement ou des très faibles pertes de rendement. Il y a d'autres cultures qui sont plus compliquées, j'en suis bien consciente, le colza c'est compliqué, les betteraves c'est compliqué. Alors le colza, admettons, même si on ne trouve pas de solution pour des variétés plus résistantes, pour lutter contre les différents insectes qui s'attaquent au colza, etc., ben, peut-être on fait moins de colza, puis peut-être à la place on fait du tournesol, et puis du coup on aura de l'huile suisse de tournesol. Quel est le problème? Enfin, je veux dire, moi je pense qu'il y a des solutions si on veut chercher des solutions, mais on peut aussi crier au loup et puis dire que voilà, ça va être la fin du monde, puis qu'on va tous mourir de faim. Mais je pense que ça fait pas trop avancer le débat, quoi. C'est vrai que peut-être tu n'as pas beaucoup parlé encore sur cette possibilité de changer la production. Alors il y aura de toute façon des productions qui seront quasiment pas possibles à faire actuellement sans produits phytosanitaires. Il faudra vraiment le temps de développer les variétés, comme tu l'as dit, ou bien de trouver des autres solutions. Mais pour développer une variété, il faudra plus que 10 ans, il faudra minimum 15 ans. Moi j'ai fait mon travail de bachelor à la grosse COP à Changin, on développait des variétés de blé. Pour une variété, il faut minimum 15 ans, donc les 10 ans c'est totalement illusoire. Après je voulais peut-être expliquer quand c'est qu'on utilise des produits phytosanitaires, parce qu'on dit toujours bio, on en utilise, ou bien conventionnel on en utilise, puis bio on n'en utilise pas. Mais on a précisé oui. Hein, que bio ne veut pas dire sans pesticides. Oui. Mais ça, bien clair, quand c'est qu'on l'utilise, c'est pas parce qu'on n'est pas bio qu'on utilise tout le temps des produits phytosanitaires pour les cultures. On utilise ça vraiment uniquement en dernier recours. Donc si on veut la protection des plantes, c'est un peu un triangle. Là, dans le fond du triangle, c'est toutes les mesures préventives, rotation des cultures, les recherches des variétés, le travail du sol, est-ce qu'on laboure, est-ce qu'on ne fait pas de travail. Après, on a tous les seuils d'intervention. Donc si la culture est attaquée, par exemple dans le colza, si c'est attaqué par des altises ou par des méligettes qui sont des petits coléoptères, on ira voir dans le champ, puis on a des seuils, par exemple c'est 50% d'attaque. On regarde si le seuil est dépassé. Si le seuil est dépassé, ça voudra dire que la culture, si on ne fait rien, elle sera détruite. Et donc là, après, une fois que le seuil est dépassé, est-ce qu'on a une lutte mécanique pour lutter contre des insectes, ça ne sera pas possible. Est-ce qu'on a une lutte naturelle? Par exemple, dans le maïs, on pourrait avoir contre la pyrale du maïs, on a des guêpes parasitoïdes qui s'appellent les trichogrammes qui vont pondre dans les œufs de la pyrale qui sera un ver qui va aller dans les tiges de maïs et faire du dégât. Donc d'abord lutte naturelle et ensuite vraiment dernier recours, c'est la lutte avec le produit phytosanitaire. Donc on est vraiment au sommet de la pyramide et avant ça on a vraiment toute une structure qui est mise en place dans la production intégrée pour vraiment limiter l'utilisation de ce produit phytosanitaire. C'est vraiment le dernier recours, c'est la roue de secours. Et des fois on en a besoin de cette roue de secours parce que si on n'a pas cette roue de secours, la culture est détruite. Donc après au niveau, on parlait de CO2 avant, au niveau CO2, est-ce que c'est bien de laisser une culture se faire attaquer alors qu'on sait qu'on pourrait la sauver? Si on la laisse se faire attaquer, on devra relabourer, on devra remettre une nouvelle culture. Donc ça n'a pas de sens écologiquement. Puis du coup, on devra importer la nourriture qui n'est pas produite chez nous depuis l'étranger. Donc si on part d'une baisse de rendement
tu as dit 10% avant, si on parle de 10 ou 20%, si on parle de 20%, il faudrait trouver 200 000 hectares à l'étranger, donc c'est 3 fois la superficie totale du canton du Jura. Donc est-ce que c'est durable d'aller chercher la nourriture à l'étranger? On sait qu'au niveau du monde, il y a des gens qui meurent de faim. Nous, c'est pas parce qu'on est riche qu'on a le droit de se permettre d'acheter la nourriture à l'étranger. Sur cet argument, juste peut-être on enlève une arme de dernier recours pour éviter que des cultures soient perdues en cas d'attaque d'un parasite. Alors ça, je pense qu'on ne peut pas se prononcer ce soir sur cet aspect parce que peut-être que dans la loi d'application, parce qu'on vote sur un principe avec une initiative, puis dans la loi d'application, il y aura sûrement des dérogations de ce genre-là. Je ne peux pas m'avancer, mais je pense que le Parlement fera son travail à ce niveau-là. Après, bon, les valeurs qui existent aujourd'hui font quand même que cette utilisation préventive en dernier recours est les valeurs qu'on trouve dans les sols sont quand même alarmantes malgré tout. Et puis je voudrais juste revenir sur l'élément des importations. On a voté en 2017 sur la sécurité alimentaire et cet article de loi, donc de la Constitution, dit clairement que le Conseil fédéral doit veiller à ce que les importations soient durables. Donc on parlait de bio-étrangers, voilà. Je pense là, on a un élément de réponse. Et puis juste pour rebondir par rapport à ce qu'on a dit sur le gaspillage alimentaire, alors c'est certes pas l'objet de ces deux initiatives, mais les Verts libéraux ont déposé à maintes reprises au Parlement des motions concernant ce sujet. Et il y a un plan d'action nationale qui a été accepté, qui force tous les acteurs de la branche concernée à démontrer comment, dans les 10 prochaines années, les 20 prochaines années, ils souhaitent diminuer le gaspillage alimentaire. Parce qu'effectivement, on a un pays riche qui se permet aujourd'hui de jeter à la poubelle 30% de la nourriture qu'il produit. Et ça doit également changer. Et je pense que ça va également dans ce sens-là, par rapport à ces deux initiatives. C'est qu'on parle d'une baisse de rendement de 20%, mais si on diminue drastiquement le gaspillage alimentaire, cette baisse de rendement, finalement, au profit de notre environnement et de notre santé, je pense que ça vaut la peine. Juste une réponse là-dessus. Je voulais peut-être dire, elle disait l'importation durable. Alors ça, c'est bien d'importer durable, mais comment le contrôler? Puis comme tu as parlé avant des Verts libéraux puis des Verts qui étaient contre l'accord avec l'Indonésie pour un produit, pour l'huile de palme, parce qu'ils disaient que ce n'était pas possible de contrôler que l'huile de palme soit durable. Puis maintenant, vous dites on doit importer que des produits durables. On était pour, moi, si jamais. Alors les Verts étaient contre, Voilà. peut-être pas les libéraux. Donc comment contrôler que les produits qu'on importe de l'étranger soient durables? On a eu par exemple du quinoa bio qui était importé en Suisse avec un produit phytosanitaire dessus qui n'était pas autorisé en Suisse. Donc on sait que tout ce qui est de l'étranger, c'est très difficile de contrôler. Est-ce qu'on devrait contrôler chaque lot avec des analyses? C'est quasiment pas possible, c'est totalement illusoire. Oui, alors juste encore un chiffre par rapport au gaspillage alimentaire, parce que je trouve que c'est un chiffre qui est assez marquant, c'est 2,8 millions de tonnes de nourriture, de pertes évitables chaque année en Suisse. Hein. Donc on a quand même... On fasse une initiative pour limiter ça. Je la signerai en premier si tu la lances, promis. Tu m'appelleras. Mais finalement, du coup, on peut faire une initiative maintenant pour ça. Pourquoi en fait, c'était aussi une question que je voulais vous poser. Pourquoi en fait on s'attaque d'abord, pourquoi d'abord s'attaquer aux pesticides plutôt que à ce gaspillage? Est-ce qu'il n'y a pas une dimension où c'est plus facile d'alerter la population sur les pesticides en jouant sur la fibre santé, en jouant sur la fibre l'agrochimie, etc. Plutôt que de prendre le problème par le gaspillage, par le changement de modèle de production, faire peut-être plus de permaculture, Ouais, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui sont liées, mais je crois que ce qui motive aussi vraiment ou qui contribue fortement à cette prise de conscience, on en a parlé un tout petit peu avant, puis je trouve que c'est dommage parce que c'est vraiment un sujet qui est important, c'est la perte de biodiversité qui est vraiment effrayante. Je veux dire, on a perdu 70% de la masse des insectes volants, on a perdu je ne sais pas combien d'espèces d'oiseaux, des champs d'oiseaux qui se nourrissent d'insectes, etc. Donc là, il y a vraiment une urgence et on a beau faire des efforts depuis 30 ans dans l'agriculture et dans d'autres domaines
pour traiter moins, pour traiter mieux, pour développer d'autres produits. Cette perte, elle continue et elle est absolument calamiteuse. Et je pense que c'est un peu le dernier moment de réagir. Et si on ne le fait pas, c'est nous qui allons nous retrouver embêtés. Enfin, je ne sais pas si vous avez vu ces documentaires, par exemple, sur les abeilles, qui, en Chine, ils s'amusent maintenant à polliniser des arbres au pinceau. Donc des humains qui sont payés pour polliniser les arbres au pinceau parce qu'ils n'ont plus assez d'abeilles. Sans pollinisation, je veux dire, la moitié de nos cultures n'existent plus. Donc je crois qu'il y a vraiment une urgence, une prise de conscience qu'il faut absolument faire maintenant. Et puis, en ce qui concerne la biodiversité, je pense que les produits chimiques en général, mais en particulier les produits de synthèse utilisés dans l'agriculture, ont un rôle prépondérant dans la perte de biodiversité. Et c'est pour ça qu'on parle de ça. Mais encore une fois, si vous voulez faire un truc sur les médicaments, je le signe en premier. Si tu veux faire un truc sur le gaspillage alimentaire, je le signe en premier. Enfin, je veux dire, il y a plein de problèmes. Mais c'est pas parce qu'il y a d'autres problèmes ailleurs qu'il ne faut pas régler celui-là. Mais je suis totalement d'accord qu'actuellement, il y a un problème, on doit agir, mais il y a justement de la recherche agronomique qui se fait. La politique agricole évolue dans la bonne direction, mais comme tu l'as dit, justement, le problème vient aussi d'autres facteurs. Et puis, s'attaquer uniquement à l'agriculture, c'est la solution de facilité. Et je reviens à nouveau sur la problématique de l'agriculture doit être nourricière. L'agriculture, elle sert aussi à nourrir. On doit quand même garder un œil là-dessus. On ne peut pas uniquement viser le côté environnemental. D'ailleurs, justement, le principe d'intensification durable, c'est un principe aussi appliqué ailleurs, qui veut que justement dans chaque modification de politique agricole, on prend deux axes. Toujours garder stable ou augmenter la production agricole, parce qu'il y a une population mondiale qui augmente, un réchauffement climatique croissant. Il y a une étude d'il y a 2 ans de l'Union européenne qui a mentionné justement que dans le sud de l'Italie, les rendements vont baisser 30-40%, dans le nord de l'Europe, ça va un peu augmenter. Il y aura vraiment un chamboulement aussi dû au réchauffement climatique, mais globalement une baisse des rendements. Alors dans tout changement de politique agricole, on doit quand même essayer de produire plus tout en préservant au maximum l'environnement et en améliorant les techniques. Et je pense que les pesticides de synthèse sont vraiment un outil avec la recherche agronomique, comme a dit Marc justement, avec maintenant des pesticides qui se dégradent très rapidement. C'est vraiment un outil scientifique qu'on a à disposition pour produire, pour nourrir le monde demain, grâce aussi à la science. Moi, franchement, faire un trait sur la recherche scientifique, c'est quelque chose qui me paraît assez surprenant. Mais peut-être juste, je vous laisse réagir après, mais peut-être juste sur le point précis de, en cas de non, qu'est-ce qu'on fait concrètement pour agir plus rapidement sur la perte de biodiversité? Actuellement, la biodiversité, dans les règles PER, c'est 7% de l'exploitation. Chaque exploitation doit mettre les 7%. Dans la réalité, c'est ça, par exemple. Alors ça serait peut-être quelque chose qui est dans la réalité, on a beaucoup plus, on a quasiment 19%, quasiment le triple. Donc ça fait environ 190 000 hectares dédiés à la biodiversité dans les terres agricoles en Suisse. Donc c'est 2 fois la superficie du canton du Jura. Après on se dit, on perd toujours la biodiversité, mais il y a aussi plus d'1 mètre carré par seconde qui est bétonné chaque année. Donc là c'est aussi un énorme problème. Il y a toujours moins de surface, c'est pour ça qu'il y a toujours moins de biodiversité. Mais au niveau agricole, on fait des efforts pour ces surfaces de promotion de la biodiversité. Où on aurait peut-être encore une lacune, c'est on met peut-être les 19%, on les met peut-être un peu tous au même endroit dans les zones un peu moins productives. Et puis maintenant, il y aura un projet qui sera d'avoir 3,5% de la surface dans les terres assolées, c'est-à-dire dans les terres où on fait des cultures qui seront en surface de promotion de la biodiversité. Donc des jachères, des bandes fleuries, des fleurs dans les terres assolées, 3,5%. Puis ça va vraiment encore améliorer la biodiversité sur les exploitations agricoles. Puis on a aussi mis en place tous les réseaux écologiques. Moi, je me suis occupé pas mal des réseaux écologiques sur le canton de Neuchâtel. Le Jura, on est aussi totalement recouvert par les réseaux écologiques. Donc là, c'est suivi par des biologistes. Il y a des espèces cibles qui sont contrôlées. On regarde comment faire pour les améliorer et tout. Donc on se soucie réellement de la biodiversité dans les exploitations agricoles. Oui, il faudra encore pas mal d'années pour éventuellement un jour retrouver les 70% d'insectes manquants. Je ne suis pas sûr qu'on va y arriver, malgré tous ces efforts. Hein. Je sais qu'on fait beaucoup, mais... Mètres carrés par seconde qui disparaît, ça va être difficile. C'est pour ça que les vers se battent aussi contre le bétonnage. Ouais, vas-y. C'est juste ça, c'est 1,1 mètre carré, mais là on est tous d'accord, je pense, contre le bétonnage. C'est 1,1 mètre carré en moyenne en Suisse, mais si on prend les terres assolables, donc les meilleures terres, les plus fertiles, celles de plaine, c'est 2,2 par seconde en Suisse. Du coup, on a vraiment un rythme effarant. Il n'y a que 11% de terres assolables en Suisse,
Et 2,2 mètres carrés par seconde. Par seconde en Suisse qui est retenu. Alors, moi, je crois qu'on est tous d'accord sur ce point de vue-là. Je trouve effarant de faire des constructions qui sont, par exemple, absolument pas végétalisées, qui sont pas minergiques, qui respectent pas l'environnement. Je viens de la ville, donc moi, je m'emploierais en tant qu'élu vraiment à pousser ça et puis à pousser les partenariats avec les agriculteurs locaux pour qu'on puisse le plus possible se nourrir localement. Je crois que c'est pas contesté, mais juste sur le point de la biodiversité, il y a quand même une étude de l'Université de Berne qui est sortie assez récemment et qui démontre que dans certains quartiers de ville, il y a plus de biodiversité que parfois au milieu d'un champ en zone rurale. Donc, on doit restaurer cette biodiversité parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes finalement des animaux qui ont un petit peu évolué, mais on dépend complètement de notre environnement et du fait qu'il soit sain. Et puis c'est aussi un investissement pour ces deux initiatives, c'est vraiment un investissement pour les générations futures et en premier les générations d'agriculteurs, je pense, qui viennent et qui n'ont pas envie de s'empoisonner avec ces produits. Je pense qu'au niveau biodiversité, les initiatives auraient des effets négatifs aussi, vu qu'on ne peut plus utiliser le dernier recours, le produit phytosanitaire. Avec l'initiative Eau propre, on n'ose plus acheter de fourrage. Donc actuellement, les 19% de surface promotion de la biodiversité risquent plutôt de diminuer que d'augmenter. Parce qu'on va produire notre fourrage ou sur nos champs qu'on pourra, vu qu'on ne peut plus en acheter ailleurs. Et puis aussi, vu qu'on ne peut pas utiliser la protection des plantes, on va vraiment utiliser le plus de surface possible pour produire notre fourrage, pour produire de l'alimentation. Ça, c'est un risque. Mais c'est pas parce qu'on a une culture qu'il n'y a pas de biodiversité. Je veux dire, dans un maraîchage, vous avez, je ne sais pas combien de dizaines de sortes de plantes, il y a plein d'insectes, il y a plein d'abeilles, il y a plein d'oiseaux. Enfin, je veux dire, culture, ça ne veut pas dire absence de biodiversité, puis il faut juste faire des bandes herbeuses et fleuries à côté. Enfin, on est d'accord là-dessus quand même, j'espère. Alors, totalement, mais pourquoi est-ce que c'est que les produits phytosanitaires qui font le déclin de la biodiversité? Je ne pense pas du tout. Certainement pas seulement, mais je pense qu'en zone agricole où ils sont utilisés, ils y participent quand même certainement. Enfin, je veux dire. Après, si on prend l'exemple des abeilles, il y a de plus en plus, je crois, l'abeille domestique, je crois qu'il y en a quand même de plus en plus, hein, elle n'est pas en déclin. Puis les problèmes qu'il y a, c'est surtout le varroa, la pollution aussi avec les automobiles. On était venu hier avec Simon, on a vu plein de 4x4, de gros SUV dans les villes. Donc il y a aussi plein d'autres problèmes, puis c'est pas l'agriculture qui est responsable du déclin, de bétonnage, on la parle biodiversité. d'émissions aussi, de voies de transport, etc. Est-ce que finalement le ton très tendu de la campagne, il vient pas aussi d'un sentiment un peu d'injustice de beaucoup d'agriculteurs qui ont l'impression d'être les premiers ciblés, alors qu'ils voient qu'il y a peu de choses qui se font par ailleurs en termes de vie, en termes de bétonnage, en termes de... Oui, alors je suis d'accord pour dire que évidemment c'est pas le seul problème et puis il y a plein d'autres choses, mais encore une fois à régler. Ça veut pas dire que du coup il faut pas régler celui-là. Je rebondis juste sur ce que tu disais avant. Je suis pas d'accord avec toi. Du coup celle sur les pesticides, elle s'attaque pas entre guillemets que aux paysans. Je veux dire, on n'ose pas utiliser de pesticides de synthèse, mais c'est les CFF, c'est les communes, c'est les privés, c'est toute personne ou organisation qui doit entretenir un bout de terrain. Donc c'est pas que les agriculteurs, on est d'accord. Juste pour préciser. Et puis maintenant je reviens sur ce que tu disais. Alors, je pense pas que du coup les pesticides utilisés dans l'agriculture sont les seuls responsables du déclin des abeilles. N'empêche que c'est quand même à peu près il y a 20 ans qu'on a commencé à constater les premières ou bien les plus importantes pertes d'abeilles, un petit peu par hasard en même temps que l'arrivée des néonicotinoïdes, qui ont entre-temps quand même été pour certains reconnus comme étant très problématiques pour les abeilles. Je parle par exemple du gaucho qui a été maintenant aussi interdit. Donc je pense qu'il y a quand même un lien qui est assez évident entre le déclin des abeilles et des autres insectes en général et les pesticides de synthèse et d'autres produits utilisés dans l'agriculture, entre autres. Je mets juste une mention de 1 minute ou 30 secondes pour une petite pensée justement aux centaines de milliers d'emplois, 160 000 emplois qui sont menacés aussi par votre non agricole, hein, justement dans l'alimentation, parce qu'il mentionne justement votre texte que tous les imports, y compris pour le traitement, c'est-à-dire pour le café, pour le chocolat et autres, qu'on a une grande industrie agroalimentaire en Suisse, doit respecter ce cahier des charges très strict. C'est-à-dire qu'il y a quand même des industries, des pans entiers de l'industrie qui devront quitter notre pays, être délocalisés, donc partir à l'étranger. Donc là, vous menacez en plus la santé économique, la viabilité de nombreuses exploitations, des pans entiers de l'industrie. Par quel mécanisme Par quel mécanisme? Parce qu'il y a
par exemple, le cacao, c'était 30% et le café 50% du marché mondial Bio. Qui devrait, Pour la Suisse. du marché bio qui devrait être importé en Mais Suisse. on parle pas de bio, encore une fois. Non pesticides. Sans pesticides. Oui, mais c'est pas Peut-être pareil, que- c'est que- pas pareil. que Il faut Nescafé pas tout et mélanger. tous les producteurs de chocolat produisent en Suisse pour exporter. Ils veulent aussi produire des produits standards. Ils veulent importer des produits aussi pour les marchés étrangers qui ont été cultivés par l'agriculture conventionnelle. Et là, elles ne pourront plus le faire. Toutes Mais ces ça- entreprises vont exporter leur production à l'étranger. Est-ce que c'est pas quelque chose qui à terme est plutôt positif que, le traitement, la production, Alors, la négoce de café disons ne se fasse plus en Suisse? Pour notre PIB, c'est de toute façon négatif. Pour les emplois en Suisse, c'est de toute façon négatif. Donc je dirais pour la santé économique de notre pays, dont dépend aussi les paiements directs, parce que les paiements directs, ça sort pas, on ramasse pas les budgets fédéraux aux arbres, ça vient vraiment d'une création de valeur ajoutée, où il y a un impôt qui est fait dessus. Donc franchement, si on commence à s'attaquer indirectement à d'autres branches industrielles suisses, je trouve que c'est des conséquences qui peuvent être catastrophiques aussi. Bah, c'est ta manière de voir des choses, et puis moi, je la vois autrement. Je me dis, si Nestlé, du coup, l'initiative est votée, ils doivent transformer du café qui a été produit sans pesticides, ils vont augmenter la demande de café produit sans pesticides, il y aura plein de gens qui seront contents dans tous les pays, en Équateur, au Nicaragua, je sais pas où, de produire sans pesticides, parce que du coup, la Suisse est un bon client qui paye le prix. Mais Et la du coup, Suisse il y aura- n'est pas le centre du monde. Nestlé, ils ont déjà des fabriques ailleurs. Actuellement, ils sont encore bien sympas. Ils nous laissent leur centre de développement. Ils laissent encore quand même des fabriques de production, vraiment. Mais ils ont déjà les usines ailleurs. Pour eux, c'est juste un changement de budget. Du coup, ça une change rien, alors. décision managériale. Oui, c'est quand même des dizaines ou jusqu'à 160 000 emplois qui sont menacés en Suisse. Donc, pour vous, c'est peut-être rien. Mais pour les gens, les familles qui dépendent de ces salaires, ça veut dire quelque chose. Et pour ces régions qui bénéficient de ces industries, c'est aussi une grande influence. Donc avec votre initiative, vous mettez en péril la santé économique de nombreuses familles, y compris des familles non agricoles. Moi, je pense qu'avec des discours comme ça, on essaie de faire peur aux gens. Alors, il y a d'un côté la peur de perte d'emploi et de perte de production et de perte de rendement. Et puis de l'autre côté, il y a peur de perte de biodiversité et puis peur de perte... Enfin, on peut avoir peur de Actuellement, différentes choses. On importe des produits en Suisse pour mettre de la valeur ajoutée, on le réexporte. Ils vont juste décider de faire une usine en Mais France, on est d'accord avec ces en modèles-là, c'est ça qu'on veut. Mais Avec des écoutez, transports en avion, avec... Enfin, je veux dire... C'est toi-même qui parlais tout à l'heure du fait qu'il fallait aussi penser aux conséquences sur, par exemple, ne pas exporter de production pour penser aux conséquences sur les pays étrangers. C'est vrai que le fait que de forcer Nestlé, par exemple, à faire de la négoce sans pesticides, ça peut favoriser la santé d'agriculteurs qui sont moins protégés par les législations au Nicaragua. Enfin, il y a cet aspect-là, et c'est vrai que est-ce que c'est pas un sacrifice faisable en Suisse avec potentiellement une bonne politique de réaffectation des emplois Alors, je parlais de ce qu'on peut influencer, parce que si on prend cette initiative et que la production suisse baisse, même si c'est uniquement 10 ou 20%, bon, je pense que c'est plus de 30 ou 40, mais même si ça baisse de 10 ou 20%, c'est des terres qu'on devra capter ailleurs. Du coup, c'est décision suisse, réaction à l'étranger, captation, colonisation de terres à l'étranger. Tandis que là, c'est pas nous qui décidons si on garde l'usine, le secteur production de chocolat X en Suisse ou on le met en Pologne. C'est les actionnaires de Nestlé qui sont pour la plupart pas suisses. Donc là, moi, je pense qu'on n'a pas beaucoup d'influence, mais par contre, les gens qui sont employés en Suisse et la valeur ajoutée que ça mène à l'économie de notre pays, ça, elle est réelle. Alors oui, après, comme le disait ma collègue, est-ce que c'est vraiment un modèle qu'on veut en Suisse? Et puis, la deuxième chose, c'est peut-être pour ça que notre parti n'a fait que la liberté de vote pour cette deuxième initiative, c'est sur les aspects économiques. Personnellement, moi, je la soutiens également parce que je trouve que les deux initiatives ensemble ont une certaine cohérence, puisque au propre, on nous reproche souvent que ça ne traite pas du tout des importations et ça péjorerait en fait les agriculteurs suisses. Cette initiative pesticides de synthèse permet de mettre un garde-fou pour les agriculteurs suisses. Donc ça, c'est le premier sujet du jour. Et puis, comme l'a dit ma collègue, je pense que la Suisse
est un bon client et puis quand elle négocie ses accords internationaux de commerce avec l'étranger, en général, elle met des conditions. C'est ce qu'on a vu avec l'accord sur l'Indonésie qui a été soutenu largement par certaines associations d'agriculteurs suisses. On a mis des conditions de durabilité et sociale dans cet accord, et c'est possible. Et je pense que si tu parles on a toujours très peur, c'était aussi la grande crainte avec Multinationales Responsables qui n'est pas passé, que les entreprises partent de la Suisse, mais il ne faut pas oublier qu'en Suisse on a quand même des conditions de paix sociale qui sont pour les cadres de ces entreprises-là quand même intéressantes, et je ne pense pas, et surtout des conditions fiscales dans certains cantons qui font que ces entreprises-là vont rester. Je pense que la Suisse est attractive quoi qu'il en soit, et puis voilà. Ouais, bon, là, juste au niveau fiscal, ça serait le siège fiscal, là, ça sera production, donc ça c'est deux choses différentes quoi, au niveau d'une entreprise. Et puis justement par rapport aux garde-fous, revenir aux initiatives agricoles, c'est sur le thème économique. Les garde-fous, justement, dire vous devez avoir les mêmes conditions de production, ça n'est pas sur un pied d'égalité. Parce que le coût de production, si on peut avoir le même standard environnemental à l'étranger, c'est tous les autres coûts. Tous les gens qui doivent payer justement un entrepreneur, un électricien, un charpentier, car les agriculteurs, ces milliards qui sont investis dans l'agriculture, c'est aussi investi dans tout l'artisanat des régions où il y a ces agriculteurs. C'est des coûts qui sont plus élevés. Un électricien suisse, vous devez le payer plus qu'un électricien polonais ou bien du Nicaragua. Et du coup, les coûts sont de toute façon plus bas à l'étranger. Donc ils pourront importer des produits avec les mêmes conditions environnementales, même si elles sont très très hautes, mais ils auront toujours l'avantage compétitif du coût. Du coup, ils pourront de toute façon les proposer meilleur marché. Et justement, là, les produits suisses, ils ne peuvent pas suivre. De toute façon, au niveau du coût, ils ne peuvent pas suivre. Et puis, on perd justement cet avantage de dire, voilà, on a les produits suisses, même avec l'agriculture conventionnelle, on est bon au niveau environnemental. Là, on le perd, parce que ce qui viendra sera les mêmes normes que ce qu'il y a actuellement en Suisse. Et je doute que ça soit une bonne chose pour les paysans suisses. C'est juste. Ouais, alors par rapport au prix, moi si tu veux, je suis d'accord avec toi que je pense qu'on paye pas notre nourriture assez cher. Alors pas que je sois vraiment pour l'idée que du coup les gens s'endettent pour pouvoir manger bien, mais je pense qu'effectivement il y a une pression sur les prix qui est énorme. Il y a une pression pour s'aligner sur des prix européens qui est effectivement pas correcte, parce que clairement ça coûte plus cher de travailler en Suisse que de travailler à l'étranger. Là-dessus je suis tout à fait d'accord. En Suisse, on investit à peu près 12% de son budget pour l'alimentation. C'est quand même beaucoup moins que ce qu'on faisait il y a 10... 7-8%. Alors, ouais, peut-être ça dépend aussi comment on calcule, bien, voilà. Mais c'est très peu, quoi, par rapport aux 50% que ça représentait il y a encore quelques dizaines d'années, quoi. Alors, je sais qu'il y a des gens qui ont des petits budgets pour lesquels c'est compliqué, et pour cela, je pense qu'il faudra trouver d'autres solutions, mais je pense que de manière générale, on pourrait peut-être se permettre soit de payer un peu plus cher, ou bien soit que les marges des grands distributeurs et des intermédiaires soient réduites. Enfin, je dirais, ils prennent à peu près la moitié de la valeur des produits en marge, quoi. Et ça, je pense que c'est un problème, parce que finalement, c'est tout ça qui finit pas dans la poche de l'agriculteur. Voilà, mais est-ce que l'initiative s'attaquerait vraiment à ce problème? Je dis pas qu'elle s'attaque à ça, mais je pense que c'est quelque chose... Là-dessus, j'aimerais justement relancer sur ce point-là précis, c'est-à-dire que une initiative, ça laisse toujours de la marge d'application. On a un Parlement fédéral qui penche quand même encore très à droite, malgré les dernières votations. Est-ce que finalement ce côté social, l'aspect, le fait que l'augmentation, que la mise en œuvre ne fasse pas peser plus de coûts sur des classes moyennes ou populaires, elle risque pas d'échapper un peu au contrôle de ces initiatives, avec un Parlement qui va s'occuper de la mise en œuvre, qui sera quand même très, très à droite, très libéral et aussi composé de peu de classes populaires. Alors que le Parlement suisse n'est pas très représentatif de la population, ça c'est un fait, je pense. Oui, il y a peut-être ce risque. Après, voilà, je ne me rends pas très bien compte dans quelle mesure ils ont vraiment une marge de manœuvre pour interpréter. Mais de toute façon, il y a une ordonnance qui doit être faite. J'imagine que ça passe en commission, donc c'est quand même des gens qui connaissent les sujets, qui sont un peu spécialisés. Mais oui, potentiellement, il y a un risque. Et évidemment, moi, je préférais qu'il y ait plus de parlementaires fédéraux de gauche et que du coup, ils prennent ça encore plus en considération. Mais voilà, je vote, mais ça ne suffit pas. Juste dire quelque chose sur un aspect sur les coûts.
Il y a une étude qui est sortie récemment et qui montre que, bon, alors il y a 3 milliards qui sont affectés à l'agriculture. Ça, c'est pas discuté. Je pense qu'il faut soutenir notre agriculture locale justement pour faire face à la concurrence étrangère. Mais il y a quand même 7,6 milliards de coûts environnementaux. Donc, c'est de la perte de biodiversité, c'est le fait d'aérer des lacs parce qu'il n'y a pas assez d'oxygène dans ces lacs-là. Voilà, il y a des coûts. Finalement, ces 7,6 milliards, ils sont supportés par nos impôts et donc par les impôts de la classe moyenne et des classes plus populaires. Donc, je pense aussi que ces initiatives, ça représente un investissement pour économiser cet argent-là, pas l'argent des paiements directs, mais cet argent-là qu'on paye à double. Et puis, il y a aussi tous les aspects de santé qui ne sont pas compris dans ces 7,6 milliards. Donc, je pense que si on limite déjà ces coûts-là, les ménages auront peut-être plus les moyens de mettre de l'argent dans de la nourriture saine et locale. Et puis là, je rejoins ma collègue aussi. Quand on remonte dans le temps, au temps de mes grands-parents, c'est clair que la nourriture, c'était 50% du budget et maintenant, c'est 7 ou 8%. Politiquement, je pense qu'il faut avoir le courage de dire que ces dépenses doivent augmenter dans le budget des ménages, peut-être au détriment du voyage EasyJet à Barcelone tous les 4 week-ends, quoi. Voilà, je pense qu'il y a des vérités à dire et ça en fait partie. Le coût environnemental dû à l'agriculture, est-ce que, comme vous dites là, ça veut dire que les 7 milliards, c'est dû à l'agriculture pollue pour 7,6 milliards, comme vous avez dit, mais moi je pense que là, c'est vraiment mettre que la faute uniquement sur l'agriculture. Au niveau des matières actives, on utilise 4000 matières actives dans la société de consommation. En agriculture, environ 450 et on les contrôle toutes en agriculture. Tandis que les autres, dans la société de consommation, on ne contrôle rien du tout. Donc, dire que l'agriculture est responsable des coûts environnementaux, c'est vraiment mettre la faute sur l'agriculture. C'était une étude vraiment centrée sur les coûts liés à l'agriculture. Et puis, je pense que, alors, la société civile et puis tout ce qu'on utilise dans la société civile, c'est clair qu'on a besoin de faire des efforts. Mais il y a plein d'autres exemples. Il y avait des phosphates dans les lessives. Il n'y en a plus, ça a été interdit. Puis un autre bon exemple, c'est l'amiante. On a les milieux de construction à l'époque ont aussi dit, quand on a interdit l'amiante, que ça serait une catastrophe, qu'on ne pourrait plus isoler un seul bâtiment en Suisse. Eh bien, on a trouvé d'autres solutions. Et il y a même des sociétés aujourd'hui qui font leur business de désamianter. Donc voilà. C'est pour ça que je me permettais. Oui, mais ouais, bon, l'amiante, c'est un seul produit. Les pesticides, c'est vraiment une gamme énorme de produits. Les pesticides de synthèse, c'est même pas défini. La définition du mot pesticide de synthèse sur un des enjeux primordiaux si une ou ces initiatives passent. Une dernière question pour vous, pour le camp du non, qui martèle pas mal l'argument de l'augmentation des prix en cas de oui. Je lisais un article l'autre jour là, sur la possibilité qu'au contraire ça fasse descendre les prix. De par le fait qu'il n'y aurait plus le besoin de la labellisation bio, que peut-être le prix du bio diminuerait. Est-ce un argument qui vous semble recevable? C'est totalement illusoire, c'est un peu un rêve. On sait que produire sans avoir l'option de la protection de la plante, on aura une hausse des coûts, on aura moins de rendement, puis du coup... Parce qu'on a justement parlé du fait que les marges, la hausse des prix était surtout liée aux marges que se faisait la grande distribution, au coût lié à la labellisation, etc. La grande distribution va tout le temps garder sa marge. L'initiative ne prend en compte rien dans ce sens-là. Je ne sais pas si tu veux rajouter. Justement, là j'ai lu un article dans le quotidien jurassien il y a quelques jours, justement, par rapport aux produits bio. Ils sont vendus, je ne sais plus quel produit mettre en exemple, mais 40% plus cher par le producteur. Et après, il était vendu en magasin 60-100% plus cher. Donc là, on est d'accord qu'il y a une grande marge que le distributeur se fait, qui pourrait diminuer, ce serait souhaitable pour tout le monde. Et qui est injustifié donc, complètement. Voilà, totalement. Moi, je trouve que ça aussi, il y aurait une pression qui se fait, mais c'est pas par cette initiative-là, c'est vraiment par des négociations plus dures avec les distributeurs, pression politique, mais c'est pas le thème actuellement. Mais quand même, c'est quand même vendu 40% plus cher, parce que si on utilise moins de pesticides, il faut aussi peut-être plus de main-d'œuvre, il faut d'autres moyens, etc. Donc ça, c'est un coût. Du coup, le coût, moi je pense qu'il va de toute façon coûter plus cher. Pour en revenir rapidement pour le coût, les 7,6 milliards,
Ouais, les 7,6 milliards. Continue, Et en fait, voilà. ce coût de production, on l'envoie ailleurs. Hein. On l'exporte gratuitement pour les personnes qui nos vont. problèmes. Voilà, on exporte nos problèmes, on exporte. C'est ça qu'on fait avec ces initiatives. Exactement, on exporte pour les gens qui vont produire pour nous et on compte pas aussi les bénéfices, car quand dans tout projet, il y a les bénéfices et les coûts. Et l'agriculture suisse actuelle, ça amène aussi beaucoup de bénéfices en termes justement de paysage, en termes de sécurité, par exemple les alpages, etc. Et puis au niveau sociétal aussi, d'avoir des gens un peu partout dans le pays, etc. Mais la Suisse ne va pas finir comme un désert si les initiatives passent, hein, à mon avis. Mais enfin bref, juste pour rebondir sur ce que tu disais par rapport à la baisse des coûts, j'imagine que ce que tu as lu, c'est que, enfin, c'est un peu l'hypothèse que si celle sur l'eau propre passait, il y aurait une grande partie de paysans qui décideraient de passer au bio, et que du coup il y aurait une suroffre de bio, et que ça pourrait faire baisser les prix du bio parce qu'il y aurait trop d'offres par rapport à la demande. Moi j'avais le plus lu un article sur le stop pesticides. Ok. Ok. Qui disait que potentiellement il pouvait y avoir cet effet de à partir du moment où on est en sans pesticides partout en Suisse, l'intérêt, la valeur ajoutée du label bio suisse perdrait en valeur, et que du coup tous les coûts à la vente liés à la labellisation pourraient diminuer. C'est là-dessus que j'interpellais. Ok. Voilà. C'était surtout là-dessus en fait. D'ailleurs, Parce que d'après ce que j'ai lu, on est quand même sur un prix de vente final qui est en grande partie lié aux marges que se font les distributeurs, surtout les distributeurs, et que les coûts de production réels sont de l'ordre de 25 à 30% du prix final d'un aliment. Donc même si on augmente un tout petit peu les coûts de production, l'impact ne serait pas si grand que ça. C'est basé sur une étude de l'université de Saint-Gall que je pourrais mettre. Même un faible hausse des coûts pour une certaine partie de la population, ça serait toujours problématique. J'avais regardé le JT du 15 juin 2020, quand ils ont rouvert les frontières. On voyait la ruée des Suisses sur les Leclerc français. Puis l'argument des gens, c'était justement, en Suisse, c'est trop cher. Mais voilà, on regrette ça fortement. Mais en augmentant les coûts ici, ça va être encore pire. Puis on a 30% des personnes qui sont très proches des frontières en Suisse. La Suisse est un petit pays. Puis là, on pousse les gens pour le tourisme d'achat. Alors, oui. Voilà. Tourisme d'achat, c'est que 5% de la consommation en Suisse actuellement. Donc, je pense. Je pense qu'on a encore un peu de marge. Non, alors le mot de la fin, c'est que je pense quoi qu'il arrive, moi je souhaite que jusqu'au 13 juin, il y ait un débat sain et démocratique. Et peu importe le résultat, que ça continue et puis qu'on puisse continuer à travailler avec les milieux agricoles, par exemple sur une initiative sur le gaspillage alimentaire. Et puis je vous invite vraiment à soutenir ces deux initiatives parce que même si elles sont imparfaites, je pense qu'elles feront de la Suisse une pionnière. On a été pionniers très souvent en Suisse. Alors là, il est temps, je pense, de montrer l'exemple aux autres et puis d'aller de l'avant et surtout de préserver notre santé et celle de ceux qui nous nourrissent. Marc, oui. Alors, nous, les agriculteurs, on est conscients des défis au niveau biodiversité, au niveau écologique, mais ces initiatives ne vont pas dans le bon sens. Elles détruiraient les efforts qu'on a fait depuis l'introduction des prestations écologiques requises dans les années 90. On a voté en mars l'initiative parlementaire justement pour limiter les risques de ces produits phytosanitaires de 50% d'ici 5 ans, d'ici 2027 ou 2028. Et on va vraiment dans le sens de la durabilité, mais ça serait vraiment se mettre un autogol, d'accepter des initiatives aussi radicales, aussi extrêmes, puis qui ne vont pas dans le bon sens. Le sens de base est bon des initiatives, on comprend le but principal, qui est les efforts sur l'environnement et la santé, mais le chemin pour y arriver dans les initiatives n'est pas du tout le bon. Le mot de la fin, moi je pense qu'il faut soutenir ces deux initiatives parce qu'elles sont nécessaires. C'est urgent d'agir pour la qualité de notre eau, pour la qualité de nos sols, pour la biodiversité. Et puis que je pense qu'on est à un moment charnière où on se doit de prendre des décisions courageuses
Et encore une fois, on ne parle pas de faire du bio, on parle de produire sans pesticides de synthèse. Alors le mot de la fin pour moi, comme on l'a vu, la politique agricole et l'agriculture c'est un sujet extrêmement complexe. Là actuellement on nous propose une solution simple et dogmatique. C'est interdire les pesticides de synthèse, un terme encore peu défini qui dépend plutôt vraiment d'un dogme que d'un fait scientifique lié aux risques qu'ils amènent. Puis moi je pense qu'il faut vraiment qu'on ait le courage de voir les choses avec toute la complexité qu'elles ont. Parce qu'on sait très bien, également dans d'autres domaines politiques, que traiter avec une solution simple un problème compliqué n'amène jamais de bons résultats. Et pour finir, je pense que l'agriculture, elle doit rester nourricière. Tout en protégeant l'environnement, elle doit quand même continuer de nourrir le peuple. Et en même temps, elle doit quand même s'occuper justement de nourrir le peuple avec les technologies que l'on a à disposition, avec la recherche agronomique qui va vers une plus grande protection de l'environnement. Donc voilà, non à une vision simpliste de l'agriculture. Bonsoir. Bon bah voilà, on en a fini avec le débat qui a un peu duré. Techniquement ça s'est bien passé, que c'était possible de le suivre. Dans tous les cas, on va mettre en ligne des versions plus propres si l'image était saccadée. On va essayer aussi de mettre un maximum en source ou bien sur notre site les références, à la fois les articles et les références scientifiques qui ont été citées pendant le débat sur le site adjj.ch ou bien directement en description de la vidéo YouTube. Ça on va essayer de faire. Et merci et on se retrouve demain pour un deuxième débat sous le même format avec peut-être moins de ratés techniques. Sur la loi CO2 et sur la loi sur le terrorisme. Voilà.